Vous écoutez RFI, les 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. Les questions autour des origines du président gabonais Ali Bongo, relancées par la publication d'une enquête dans un journal français qui affirme que le chef de l'État se trouvait en France au milieu des années 60, ce qui contredit les soupçons d'opposants sur son éventuelle adoption au Nigeria à cette même époque. Le Gabon, toujours dans l'attente du verdict des juges de la Cour constitutionnelle après le recours déposé par l'opposition pour contester les résultats de la présidentielle. Les opposants leur ont lancé un nouvel appel hier pour qu'ils se mettent au service de la vérité. Nous serons ensuite en RDC où la police a bouclé un quartier de la capitale près de la permanence de l'UDPS hier. Simple opération de routine pour les forces de l'ordre. Intimidation, rétorque le parti. Du carburant moins cher mais de très mauvaise qualité pour la santé commercialisé dans certains pays d'Afrique. C'est ce qu'affirme l'ONG suisse Public Eye. Elle appelle à renforcer les législations. Le Rwanda est notamment cité en bon exemple. Et puis à Madagascar, l'arrestation d'un homme soupçonné d'être un cyberterroriste. Les origines du président gabonais Ali Bongo ont été au cœur d'une polémique pendant la campagne qui a précédé l'élection présidentielle du 27 août dernier. Des opposants affirment que le chef de l'État n'est pas né gabonais, qu'il a été adopté au Nigeria au moment de la guerre du Biafra, ce qui, si c'était avéré, l'empêcherait d'être éligible selon la constitution gabonaise. Un journal français, Le Midi Libre, s'est penché sur cette question. Le quotidien vient de publier une enquête et a recueilli des informations selon lesquelles Ali Bongo, qui s'appelait alors Alain, était en France dans les années 65-66, donc avant cette guerre au Nigeria. L'un de ses instituteurs de l'époque, Roland Larguier, 83 ans aujourd'hui, se souvient de cet enfant. À l'époque, c'est-à-dire il y a 50 ans, dans la classe où j'exerçais, il y avait un élève que l'on appelait Alain Bongo. C'est un gosse qui n'était pas indiscipliné, il était obéissant, et il avait des résultats moyens. Comme je connaissais la personne qui l'hébergeait, avec mon épouse, nous avons décidé, le week-end, de le prendre avec nous, de le prendre à table et l'après-midi, de l'amener en compagnie de notre fille au bord de la rivière, au bord du Gardon. Il appréciait particulièrement ces sorties de week-end. Et depuis cette époque, vous aviez déjà fait le lien entre ce jeune enfant que vous aviez à l'école et l'homme politique gabonais ? Ah mais oui, on a toujours fait le lien. On a suivi le cheminement de ce gosse et on a toujours su, lorsqu'il a succédé à son père, que c'était bien Alain Bongo. L'un des instituteurs de l'enfant, Alain Bongo, en France dans les années 65-66. Il était joint par David Bachet. Cette enquête dans le journal Le Midi Libre est publiée alors que le Gabon attend toujours de connaître la décision de la Cour constitutionnelle après le recours déposé par l'opposant Jean Ping suite à la présidentielle puisqu'il conteste la victoire d'Ali Bongo. Les 9 juges ont encore une semaine pour se prononcer. Hier, plusieurs figures de l'opposition se sont réunies au domicile de Jean Ping pour s'adresser à ces juges. Dans un message lu, il leur demande de, je cite, se mettre au service de la vérité. Notre envoyée spéciale Karine Franck était sur place. Autour de Jean Ping, ils sont presque tous là. Les anciens premiers ministres, Casimiro Yemba et Jean-Yves Guédon, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzuban Dama, ou encore l'ancien gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, Philibert Anjembe. C'est Dijob Divungi Dinding, ancien vice-président, qui lit la déclaration. Après l'annonce par le ministre de l'Intérieur des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 27 août 2016, notre pays a plongé dans une vague de violence inédite et chemine désormais, il faut le craindre, vers une instabilité durable. Et de citer le nom des 9 juges de la Cour constitutionnelle, l'avenir du Gabon est entre leurs mains, déclare l'opposant. Les Gabonais attendent que les juges constitutionnels agissent en leurs âmes et consciences qui ne sauraient être prises en otage par un homme et son ambition ou un clan et ses affidés. Nous savons pouvoir compter sur des personnalités pétries d'expérience, de patriotisme et pleinement conscients de l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, désormais, les Gabonais attendent. Richard Riffono, Karine Franck, Libreville RFI.
Il est 5h35 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un quartier de la capitale congolaise a été bouclé par la police hier, celui de Mombélé dans la commune de Limete, juste derrière la permanence de l'UDPS. Le parti d'opposition qui ne participe pas au dialogue national, qui a déjà dit qu'il refuserait les conclusions de ce dialogue. Après l'opération d'hier, le parti parle de tentative d'intimidation. La police, de son côté, évoque une simple opération de routine contre la criminalité. Sonia Rollet s'est rendue sur place pour recueillir les impressions de la population du quartier. À Mombélé, on proteste contre le fait d'avoir été empêché de quitter le quartier pendant plusieurs heures. Il faut chercher à manger, disent les habitants. Pour certains, aucun doute, cette opération de police n'est rien d'autre qu'une tentative d'intimidation. La veille, le rassemblement a distribué des tracts appelant à manifester le 19 septembre. Nous approchons de la date du 19 septembre et ils sont en train de faire ça pour créer une crainte au niveau de la population, en théorisant les gens. D'autres croient moins à cette thèse politique. Non, ça c'est pas la politique. Les parents disent qu'on a arrêté seulement pour les cheveux. Comme vous voulez. Pas faire de l'orcet, des tatouages là, c'est mauvais. Ça c'est banditisme. Mais à l'approche de la saison des pluies, la préoccupation est ailleurs. Bon, ici on a un problème ici, madame. Nous, les habitants de ces quartiers ici, nous souffrons beaucoup. Cette rivière, s'il y a la pluie, il y a une inondation. Les gens qui ont fouillé leurs maisons, regardent les maisons. Il y a l'eau juste ici. Il y a beaucoup de déchets dans la rivière. Oui, beaucoup. On souffre aussi. Une rivière remplie de déchets encombrés et des morts des maisons endommagées tous les ans. La population de ce quartier et des quartiers riverains de la rivière Limete appelle toute autorité ou organisation de bonne volonté à cureter le lit de la rivière pour éviter un nouveau drame. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Hier, l'organisation Amnesty International a dénoncé dans un rapport la répression systématique menée par les autorités congolaises contre les opposants au président Joseph Kabila. Le gouvernement, lui, se dit surpris par ce rapport et fait remarquer qu'il contredit les remarques du Bureau des droits de l'homme de l'ONU qui a salué cette semaine les mesures de décrispation prises par le pouvoir. Par ailleurs, la plateforme Campagne pour la paix du docteur Denis Mukwege exprime son inquiétude. Elle évoque l'arrestation d'une dizaine de ses militants à Lemba, un quartier de Kinshasa, alors qu'ils participaient à une réunion de sensibilisation au respect de la Constitution et à l'alternance. La police dit vérifier ces informations. Dans l'est de la RDC, enfin, de nouveaux affrontements signalés à Nyunzu entre Luba et Pygmée. Ils ont fait au moins un mort et 17 blessés. Des carburants très toxiques sont vendus et utilisés sur le continent africain. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONG suisse Public Eye après 3 ans d'enquête. L'ONG affirme que des traders suisses profitent de la faiblesse des législations de certains pays du continent pour y vendre des carburants moins chers, mais aussi très dangereux pour la santé, à cause notamment de leur teneur élevée en soufre. 8 pays sont principalement concernés: Angola, Bénin, Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal et Zambie. L'ONG demande à ces pays de mettre en place des législations plus contraignantes. Elle cite l'exemple des 5 pays d'Afrique de l'Est qui ont pris des mesures au début de l'année dernière et parmi eux le Rwanda. Reportage Stéphanie Aglietti. Laboratoire de l'Office rwandais de normalisation, Antoine Mukunzi en charge des tests qualité. Cette machine passe au crible tous les composants du carburant. Elle détecte le benzène mais aussi le soufre. Elle détecte tout. Ce type de test est effectué au moins une fois par semaine. En effet, depuis janvier 2015, le Rwanda, comme les autres pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a mis en place des normes strictes. La teneur en soufre dans le diesel, par exemple, ne doit pas dépasser les 50 particules par million au lieu de 500 par le passé. Les teneurs en plomb ou en benzène ont aussi été réduites. La teneur en soufre, par exemple, a été réduite pour des raisons environnementales. Du carburant à forte teneur en soufre génère du dioxyde de soufre dans l'atmosphère et même des pluies acides. De nouvelles normes qui, selon Nori Simbai Ongalo, importateur au sein de la société rwandaise SP, n'ont qu'un impact marginal sur les coûts du carburant. Le processus d'obtention du carburant à faible teneur en soufre augmente certes à la marge le coût du produit. Cependant, beaucoup d'entreprises ont trouvé un créneau dans ce secteur en s'en servant comme d'un argument marketing. Impact d'autant plus réduit que cette nouvelle législation est intervenue dans un contexte de baisse des cours mondiaux. Stéphanie Aglietti, Kigali,
Mali, RFI. Au Burkina Faso, l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida est poursuivi pour désertion en temps de paix. L'ordre de poursuite a été transmis à la hiérarchie militaire par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Dans les prochaines semaines, un conseil d'enquête sera mis en place pour décider des sanctions contre l'ex-Premier ministre qui se trouve actuellement au Canada. Et puis par ailleurs, les avocats de l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères Djibril Bassolé saisissent le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Leur client est en détention préventive depuis près d'1 an en attente d'un procès. Il est poursuivi pour son implication présumée dans le putsch avorté de septembre 2015. Les experts onusiens enquêteront sur le contexte de la détention de Djibril Bassolé. On en vient à cette arrestation à Madagascar. Un homme soupçonné d'être un cyberterroriste. Depuis plusieurs mois, il envoyait des courriels menaçants. Parmi les destinataires de ces courriers électroniques, une compagnie aérienne française. Il la menaçait de commettre un attentat dans un avion s'il ne recevait pas de l'argent de sa part. C'est suite à une plainte de cette compagnie que l'homme, qui affirmait être lié au groupe État islamique, a pu être identifié, puis arrêté. Il a été placé en détention provisoire. Les précisions de Jeanne Richard. Dans ses mails, le suspect menaçait de faire exploser un avion en plein vol, sauf si la compagnie aérienne lui versait 85 000 €. Les enquêteurs malgaches se sont servis des adresses IP des ordinateurs qui avaient servi à envoyer ces messages. Ils ont pu remonter la piste jusqu'à un cybercafé. Une source proche du dossier affirme qu'un ordinateur en particulier était souvent utilisé. À l'heure de surveillance en filature, ils ont fini par appréhender un individu samedi devant cet ordinateur. L'homme était justement en train d'envoyer des menaces à d'autres compagnies aériennes. Pris en flagrant délit, il a même avoué avoir plusieurs victimes. Les enquêteurs en ont recensé une dizaine en tout, compagnies aériennes ou même particuliers français et malgaches. Chaque fois, il demandait de l'argent, sinon il menaçait d'un attentat, bombes, fusils ou ceintures d'explosifs, des méthodes différentes en fonction de ses cibles. Dans tous ses mails, il se dit de plus affilié à l'État islamique. L'homme, la trentaine, est plutôt éduqué et il aurait agi seul, selon une source policière. Alors, vrai cyberterroriste ou simple extorqueur de fonds qui utilisait le nom Daesh pour faire plier ses victimes? L'enquête doit encore le déterminer. Une chose est sûre, le suspect a montré des troubles du comportement lors de l'examen psychologique effectué depuis son arrestation. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Et on reparlera de Madagascar juste après le journal, puisque le président malgache Eradzonar Mampian est l'invité de Christophe Boisbouvier ce matin à 2 mois du sommet de la francophonie qui aura lieu sur la Grande Île. Les femmes et les enfants sont les principales victimes des exactions qui visent les civils au Soudan du Sud. C'est la conclusion d'une équipe de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui vient de terminer une visite d'1 semaine sur place. La présidente de la délégation, Yasmine Souka, appelle à mettre en place au plus vite le tribunal prévu par l'accord de paix signé l'année dernière. La fin de l'impunité, dit-elle, est le seul chemin possible vers la paix. La Commission fait valoir le droit du peuple du Soudan du Sud à la paix et la justice. Elle rejette l'idée qu'il y aurait une différence entre la paix et la justice. Beaucoup de victimes nous ont dit, et nous sommes d'accord, que l'une des causes profondes de la situation tragique que nous connaissons aujourd'hui est le manque déplorable de responsabilité individuelle, et ce pour de nombreux conflits et des disputes non résolues par le passé. Seule la justice et l'imputabilité pourront offrir au peuple du Soudan du Sud la paix authentique et durable qu'il mérite. Il est clair pour tout le monde dans le pays que briser le cycle de l'impunité exige que les auteurs d'exactions et de crimes sérieux soient tenus pour responsables de leurs actes. La Commission pense que l'établissement de l'institution judiciaire prévu par le chapitre 5 de l'accord de paix est absolument indispensable pour établir une paix durable au Soudan du Sud. Des propos recueillis par Léonard Vincent. Il est 6h44 ici à Paris. Dans 5 minutes, nous retrouverons Norbert Navarro pour lire ensemble les journaux du continent africain. À la une aujourd'hui, la polémique sur les origines du président gabonais. On en parlait tout à l'heure en début de journal. Ce sera juste après l'invité de la rédaction. Appelez-nous, exprimez-vous. Appel sur l'actualité, libre antenne. Juan Gomez. RFI vous donne la parole où que vous soyez à travers le monde. Rejoignez-nous et lancez le débat sur l'actualité de votre choix. Vos commentaires, vos analyses et vos témoignages, tous les sujets nous intéressent. 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone tout à l'heure à partir de 8h10 TU. RFI.
Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans 2 mois, à la fin du mois de novembre, Madagascar accueillera le 16e sommet de la francophonie, un sommet qui se tiendra sous haute sécurité, d'autant plus après l'attentat qui a fait 3 morts à Antananarive le 26 juin dernier, pendant les célébrations de la fête de l'indépendance. Alors, à 2 mois de l'échéance, est-ce que la Grande Île est prête pour organiser cet événement? Pour répondre à cette question, le président malgache R. Razonarmampian, de passage à Paris, est l'invité de Christophe Boisbouvier. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Croissance partagée et développement responsable, ce sont les 2 maîtres mots du 16e sommet de la francophonie qui aura lieu dans 2 mois dans un pays comme le vôtre où 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire croissance partagée? Madagascar est un pays riche en matière de ressources, mais cette disponibilité de ressources n'a jamais bénéficié à la majorité de la population. Donc il faut transformer cette disponibilité de ressources en opportunité pour le développement. Donc cet espace francophone, c'est un levier qui permet de progresser, d'avoir une place beaucoup plus prépondérante sur le marché international. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur le Président, à ceux qui disent que ce 16e sommet de la francophonie, il ne pourra pas se tenir à la date prévue, le 26 novembre? Heureusement que je suis là pour vous le dire, que ça va se tenir. Si je suis ici à Paris, c'est pour dire que on marche vers la réalisation de ce sommet-là. Mais beaucoup disent que tous les équipements ne seront pas prêts à la date prévue, par exemple le village de la francophonie. On peut inventer n'importe quoi, mais la réalité est tout autre. La préparation avance telle qu'on l'a imaginée et je pense que tout sera prêt pour la francophonie. Donc je pense que vous êtes adressé à des pessimistes. Réunir plusieurs dizaines de chefs d'État, ça coûte cher. Vous avez estimé le coût pour votre pays? Un sommet, ce n'est pas seulement un coût. Il faut rapprocher un coût des résultats qu'on attend aussi. Donc lorsque j'ai dit sommet, pour moi, c'est une opportunité pour le pays, pour l'économie, pour le social, pour l'ouverture de Madagascar au monde entier. Mais est-ce que les Malgaches supporteront l'essentiel de ce coût ou est-ce que ce coût sera partagé? C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des coûts, mais il y a des retombées. Donc on espère que les retombées sont largement supérieures aux coûts qui sont tout à fait normales. Est-ce qu'il y a un risque islamiste à Madagascar? Qui vous dit qu'il n'y a pas de risque partout dans le monde? Mais on met en œuvre tous nos moyens pour prévenir ces risques-là. Donc je crois qu'il n'y a pas de risque zéro, je l'ai toujours dit. Mais je pense que les dispositions sont prises en matière de sécurité pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Y a-t-il infiltration d'islamistes au nord, dans la région de Majinga? J'ai pas de preuves pour confirmer ce que vous dites. Mais il semble que vous preniez le risque au sérieux et que vous ayez pris des dispositions particulières. Mais bien sûr, comme tout le monde. Tout n'est pas bon à dire non plus. Ce sont des mesures qu'on prend pour prévenir et pour parer à toute éventualité. Avec l'aide des services français? Avec l'aide de beaucoup de pays. Toujours au chapitre sécuritaire, Monsieur le Président, le 21 août dernier, 2 Français ont été assassinés sur l'île Sainte-Marie au nord-est du pays. On en sait plus aujourd'hui? Ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment un crime passionnel. Ce sont les premiers résultats qu'on avait. On a tellement amplifié la situation, comme si on ne devrait plus aller à Madagascar. Mais je pense que, du moins, ce qu'on connaît aujourd'hui, ça se limite à des aspects plutôt privés, passionnels. Le 26 juin, jour de la fête de l'indépendance, 3 Malgaches ont été tués dans un attentat à Antananarive, la capitale. Vous avez dit que la piste était politique. 3 mois après, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, les investigations suivent leur cours. Je peux vous dire que on reste sur cette première évaluation que nous avons. C'est la piste politique. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrestation. Il y a déjà des personnes qui sont identifiées. Certains ont déjà été interpellés. Les grandes arrestations, pour l'instant, non, parce que pour l'instant, nous sommes dans la phase, ultime de l'enquête. C'est-à-dire que les personnes interpellées ont été relâchées, mais d'autres arrestations pourraient survenir, c'est cela? Exact. Et quand vous dites que la piste est politique, ça veut dire que vous visez l'opposition? Je vise des personnalités ou des personnes qui ont des visées politiques, mais ceux qui commettent, les actions peuvent ne pas être nécessairement les commanditaires. Donc vous confirmez, l'attentat du 26 juin vient de l'opposition? C'est un acte qui vient de ceux qui s'opposent au régime, c'est clair. Et notamment de la coalition qui s'est formée il y a 1 mois contre vous, justement,
justement contre votre présidence? Laissons l'enquête suivre son cours et puis on découvrira après. 2009-2014, pendant près de 5 ans, Madagascar a connu une longue période d'instabilité et du coup, quand vous avez été élu, fin 2013, beaucoup ont dit le mandat de R. Razonarmampian, il n'ira pas jusqu'au bout. Eh ben, j'ai pu déjà faire 2 ans. Donc, si je suis arrivé à 2 ans, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5? Donc, arriver jusqu'au bout. Beaucoup vous demandent d'écourter votre mandat et de faire des élections anticipées. Je doute toujours de ce beaucoup dont vous parlez. Je ne sais pas. Beaucoup d'opposants. Dites-moi combien ils sont aujourd'hui par rapport à ces millions d'électeurs qui m'ont élu. Donc, vous serez candidat en 2018? Je ne sais pas encore, je vous le dis pas. Je l'ai jamais dit. Le temps le dira. Ce qui est important, c'est que j'ai pu mettre en place une stabilité institutionnelle à travers la mise en place du Sénat, assurer le retour de Madagascar dans le concert des nations, assurer aussi le retour des bailleurs de fonds et des investisseurs. Donc le signal, à mon avis, fort par rapport à ça, c'est la conclusion de l'accord avec le Fonds monétaire, donc le programme de 3 ans de facilité élargie de crédit à Madagascar. On est en marche vers la croissance et vers le développement. R. Razonarmampian, merci. Il répondait à Christophe Beaubouvier. En Syrie, le cessez-le-feu est toujours globalement respecté selon les Américains, même si la cessation des hostilités n'est pas parfaite, précise-t-il. L'aide humanitaire destinée à la population d'Alep est en tout cas toujours bloquée, contrairement à ce que prévoit l'accord conclu entre Russes et Américains. Aux États-Unis, Hillary Clinton a effectué hier comme prévu son retour dans la campagne pour l'élection présidentielle du 8 novembre, après 3 jours de repos forcé pour soigner une pneumonie. Son adversaire, Donald Trump, est en progression dans les sondages. En Caroline du Nord, la candidate démocrate est apparue en forme, soulignant qu'elle avait profité de l'interruption de cette campagne pour prendre la mesure de ses enjeux. Relancer l'Europe, c'est la volonté affichée par les dirigeants de l'Union européenne. Ils se réunissent aujourd'hui à Bratislava de manière informelle et pour la première fois sans le Royaume-Uni. Les 27 doivent notamment discuter de sécurité et de renforcement d'une défense commune. En France, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté hier contre la loi travail. La plupart des décrets de ce texte doivent être publiés le mois prochain. Il y a eu des échauffourées, notamment à Paris. Le ministère de l'Intérieur fait état de 15 policiers et gendarmes blessés, dont 2 grièvement. Une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue. Il est 6h52 ici à Paris, c'est l'heure de retrouver Norbert Navarro pour la revue de presse Afrique. Bonjour Norbert. Bonjour Magali, bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'enfant Ali Bongo en France dans les années 60-65. La polémique sur la filiation du président gabonais rebondit. Oui, c'est donc une enquête du journal Le Midi Libre qui relance cette affaire ayant scandé la campagne électorale de l'élection présidentielle du 27 août dernier au Gabon. Photo de classe de l'époque à l'appui. Ce quotidien méridional français, au sujet d'Ali Bongo, se fait fort de révéler le secret de son enfance gardoise à Alès. Sur son site internet, le Midi Libre publie aussi le contenu d'un entretien avec l'essayiste Pierre Péan, à l'origine de cette affaire, faisant d'Ali Bongo un enfant supposé être né au Biafra. Cela me semble bizarre, dit Pierre Péan aux confrères du sud de la France. Cela remet en cause mon enquête. Alors, ce matin, dans la presse africaine, c'est en quelque sorte haro sur Pierre Péan. Le Nouveau Gabon estime ainsi que cette enquête réduit à néant les rumeurs, mais surtout les manœuvres déployées ces dernières années sur la base des écrits de Pierre Péan pour délégitimer le président gabonais et dénonce ce qu'il appelle le caractère factice de cette construction. En Côte d'Ivoire, le site internet kouassi.com affirme que le journaliste Pierre Péan reconnaît s'être trompé dans son enquête sur Ali Bongo et qualifie l'enquête du Midi Libre de révélation qui fait frémir le landerneau gabonais. Et Cameroun Info va encore plus loin en affirmant dans un titre manifestement en décalage avec le contenu de l'article qu'il chapeaute que Pierre Péan reconnaît avoir menti sur l'affiliation d'Ali Bongo. La polémique n'a eu de cesse d'alimenter la campagne électorale au Gabon et Jean Ping en avait fait même son principal argument de campagne.
énonce de son côté Afrique Inside. Selon ce journal en ligne, cette enquête du Midi Libre semble discréditer les thèses de Pierre Péan, de Jean Ping et d'une grande partie des ex-caciques du parti au pouvoir ralliés à sa cause. Au Burkina Faso, à présent, Norbert, un an après le putsch militaire avorté, le président Kaboré ordonne la poursuite pour désertion en temps de paix de l'ex-premier ministre Isaac Zida. Oui, et comme le précise Fasozine, qui a révélé l'information, c'est en tant que ministre de la Défense que le président Roch Marc Christian Kaboré a ordonné des poursuites contre le général Yacouba Isaac Zida pour désertion en temps de paix et refus d'obtempérer. Le confrère Ouagalais rappelle que l'ex-premier ministre de la Transition et ex-numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle n'a pas regagné le Burkina Faso à la fin de sa permission le 19 février dernier. Aux dernières nouvelles, le général Zida se trouverait au Canada, complète Fasozine. La tentative avortée de putsch au Burkina, c'était donc en effet il y a pile un an, le 16 septembre 2015, et l'observateur Palga n'attend plus que le procès des insurgés, car selon ce quotidien burkinabé, jouer un tel tour pendable au Burkinabé à seulement un mois de la fin de la transition, juste parce que son bon petit qu'il avait poussé au devant de la scène pour garder la maison Compaoré s'était affranchi et qu'on avait mis hors jeu les petits copains et coquins qui avaient pris l'habitude de jouer seuls, était tout bonnement irréfléchi. Certes, admet et affirme l'observateur Palga, la plupart des transitaires étaient des sous-doués de la politique et quelques-uns des imposteurs doublés de prédateurs, mais que ces derniers, ainsi qu'on le voit maintenant, aient commis quelques maladresses, ne saurait être une excuse absolutoire pour les putschistes d'il y a un an. Alors, à quand le procès, justement? Le quotidien Le Pays se demande pourquoi l'instruction d'un tel dossier prend autant de temps. Certes, il est important de ne pas verser dans la précipitation, mais comme le dit en substance une sagesse de chez nous, le chien qui attend qu'on lui jette l'os finit par avoir des doutes si celui qui le tient le garde trop longtemps par devers lui. Philosophe donc ce journal Ouagalais. Merci Norbert Navarro, revue de presse à retrouver sur RFI.fr. International. Sophie Malibaud. L'euro est-il une plaie pour l'Europe ? L'UE est-elle armée contre les multinationales qui échappent à l'impôt ? Nous évoquerons ces thèmes avec le commissaire européen à l'économie Pierre Moscovici. Avec lui, nous dresserons le bilan de santé de l'Europe. Quels sont les bons et les mauvais élèves ? International avec Sophie Malibaud en partenariat avec TV5 Monde et le journal Le Monde. Dimanche, à partir de 10h10 TU. RFI.